Salut, c'est Patrick Dedougs. Aujourd'hui, on va instaurer la monarchie avec King Marcel. Salut Jean-Christophe. Bonjour Patrick. Tu es le fondateur de King Marcel et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Et je t'en remercie. Super. J'ai avec nous Emmanuel Jury, le président de Progressium. Bon, on va dire, c'est l'acteur majeur dans la franchise et il arrive en tant que technicien de la franchise, mais pas que. Voilà, enfin, on va t'interroger dessus. Et avec moi, j'ai également David qui est notre responsable du département juridique et qui va se faire un plaisir de rentrer dans la conception juridique du monde de la franchise. Alors, bonjour. Petit point, oui effectivement, salut. Bonjour. On s'est tous vus déjà quand même avant, je rassure tout le monde. On a préparé 2-3 trucs. Petit point qui est hyper essentiel, nous ne sommes pas financés par King Marcel. Je confirme. T'as même pas apporté d'ailleurs de hamburger, c'est quand même catastrophique. Je tiens à le préciser. Et pourquoi on fait cela ? Parce que tout simplement, c'est un moment d'échange pour permettre aux entrepreneurs qui ont envie de rentrer dans le monde de la franchise, qui ont envie de connaître un franchiseur. C'est dans cet esprit-là, en tous les cas, qu'on t'a invité aujourd'hui. Bon, on va prendre un petit peu de temps pour discuter de choses et d'autres, mais allez, on va commencer. Présente-toi ou présente directement, ultra rapidement, le concept du hamburger King Marcel. Moi, j'ai tout de suite une petite question. Pourquoi King Marcel ? Alors, pourquoi King Marcel ? Le meilleur du français. La genèse de King Marcel, c'était d'arriver à créer un concept de restauration autour du savoir-faire et de la culture française, et également autour du savoir-faire dans le cadre de la production à l'américaine, c'est-à-dire pour essayer de délivrer un repas rapide, de qualité, gourmand, en moins de 20 minutes. Donc, c'était de s'inspirer effectivement de ce que nous ont appris les Américains dans leur modèle fast-food, qui, depuis bien longtemps maintenant, a trouvé aussi en France son écho, mais tout ça autour d'un burger servi rapidement et de qualité. Quand je dis de qualité, c'est un sujet qui est effectivement un sujet important, à la fois dans la qualité produit, mais dans la qualité recette. On en parlera probablement un peu plus tard dans notre... voilà. Donc les Français peuvent faire la différence dans leur assiette. Absolument, voilà. Ils peuvent, tout à fait, ils peuvent le faire parce qu'aujourd'hui on a quand même un savoir-faire français culturel et qui passe notamment par les produits mais également par les sauces qui sont un vrai savoir-faire français, et c'est vrai que King Marcel est très attentif à la qualité des produits et au goût de ses burgers. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment étonné, Emmanuel, c'est quand même le fait que je ne savais pas, mais en France, moi j'étais resté sur... le sandwich comme étant l'élément essentiel et majeur dans le monde de la restauration rapide. Et c'est toi qui m'as dit que depuis 2018, l'hamburger avait surpassé le sandwich jambon beurre et autres sandwichs. Ouais, effectivement, puisque là, l'année dernière, alors on était passé le jambon beurre depuis 2018-2019. C'est énorme. Et en fait, il y a 85% des restaurants qui ont à la carte des burgers. Donc c'est vraiment généralisé, qu'ils soient gourmets dans une brasserie, chez McDo, chez King Marcel. Et c'est 1,5 milliard de burgers l'année dernière. 1,5 milliard de quantité, pas de chiffre d'affaires. Ah non, ça, je te parle de c'est énorme. Voilà, le chiffre d'affaires, c'est la restauration rapide, c'est 22 milliards, dont la moitié en franchise. Donc voilà, et c'est très trusté par le burger, effectivement, pour les enseignes nationales, etc. Mais 1,5 milliard de burgers l'année dernière. Voilà. Qui ont été servis. C'est gigantesque. Je ne pensais pas effectivement qu'on avait ces chiffres-là. Aujourd'hui, quel est le prix moyen, prix de vente d'un burger aujourd'hui en France ? Alors l'année dernière, on était autour de, alors c'est très précis, c'est 12,02, mais en fait on va dire 12 euros. Voilà, le ticket moyen est à 12 euros. Et ce qui va se passer, et on en reparlera dans le contexte King Marcel, parce que c'est un petit peu son idée, puisque JC est un entrepreneur avéré et surtout il y a beaucoup d'instinct. En fait, les 12 euros, c'est un écart, enfin c'est un chiffre certes, une moyenne, mais surtout toutes les nouvelles générations qui arrivent ne sont pas prêts à payer plus. Donc c'est ça qu'il faut regarder pour l'avenir, parce que moi je fais de la franchise depuis longtemps. Moi ce qui m'intéresse c'est demain. Ouais, tout à fait. Jean-Christophe, ça fait combien de temps que tu travailles dans la restauration ? Parce que avant,
d'avoir l'idée de King Marcel, tu avais quand même une expérience dans le monde de la restauration. Oui. Alors moi, je suis né dans la restauration. Je suis né dans une famille de restaurateurs, enfin d'entrepreneurs qui sont passés par plein de secteurs et notamment la restauration. Donc, lors de mon adolescence, j'ai grandi dans des restaurants avec avec mes parents. Et puis j'ai monté, moi, en dehors de King Marcel, des restaurants que j'ai exploités depuis que j'ai eu pendant près de 30 ans. Puisque j'ai démarré des premiers restaurants plutôt en station que j'ai conservé aujourd'hui, des restaurants, j'ai une brasserie à Lyon. Voilà, donc j'ai une appétence et j'ai une connaissance réelle, voilà, en tout cas dans le monde de la restauration. Et donc il est vrai qu'en 2013, quand on a décidé avec mon associé de l'époque de lancer ce projet autour de King Marcel, j'ai un savoir-faire qui est très qui est ancré en toi. Qui est ancré, absolument. Mais tu avais déjà fait des hamburgers dans tes Oui, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Aujourd'hui, le burger, c'est un produit qui est universel. Ouais, il est décliné. On a des générations qui ont été biberonnées par McDonald's notamment, parce que c'est eux qui ont inondé les marchés depuis maintenant 50 ans. Et c'est vrai que le burger aujourd'hui, il est incontournable dans toutes les cartes de restaurant, que ce soit de la brasserie, que ce soit de la restauration, même gastro, puisque gastronomique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde met un burger à sa carte. Tu l'expliques comment ça Je sais pas. Je suis pas un grand cuisinier, mais quelque part, est-ce que c'est plus facile de faire un hamburger? Alors chez McDo sans doute, mais que de faire un plat principal. Alors oui et non. Comment on peut expliquer cela? Oui et non, mais c'est surtout que on est dans un modèle de. Un burger, c'est quoi? Un burger, c'est du pain. Une bonne viande, une très bonne sauce, du fromage et des frites. Donc alors, globalement, c'est quelque chose. Ça t'a donné la définition d'un bon hamburger, pas d'un hamburger classique, on va dire. Mais la conception en elle-même, c'est des produits, en tout cas pour les Français, que ce soit le pain, que ce soit le fromage, la viande et les frites, qui sont des produits que tout le monde aime. Et donc c'est ce produit, ce modèle de burger qui est un modèle d'assemblage finalement. Il est extrêmement réconfortant, il est extrêmement gourmand, il est extrêmement convivial. C'est vrai que c'est un produit qu'on mange avec des copains, qu'on mange en famille, qu'on intergénérationnel mange à tout moment, la journée, le soir autour d'une fête. Au ski notamment, puisque c'est un domaine que je connais très très bien aussi. Quand on fait une journée de ski ou autre, c'est vrai que s'arrêter pour manger un burger, c'est un vrai moment de plaisir. Donc c'est ce qu'on appelle de la plaisir finalement. C'est de la comfort food. On appelle ça dans notre secteur de la comfort food. C'est rassurant de manger un burger, c'est réconfortant. Et ça, ça fait. Alors King Marcel aujourd'hui. Il y a combien de franchisés et est-ce que tu as des sites qui t'appartiennent en direct? Comment ça se passe? Oui, alors aujourd'hui on a des points de vente en propre, qui sont essentiellement sur Lyon. On a 2 points de vente sur Lyon. Et on a ensuite un réseau de franchisés qui se développe un peu partout en France, sur des modèles de restaurants donc en dur, ça c'est important, on en parlera après, mais aujourd'hui on a développé notre réseau sur des restaurants en dur. C'est des restaurants qui sont essentiellement dans les centres-villes. Qui ne sont pas des restaurants de périphérie. Certains sont dans des centres extrêmement urbains actifs, donc Paris, Lyon, Dijon, Marseille. D'autres sont sur des zones un petit peu plus loisirs, un petit peu plus tourisme. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est extrêmement porteur, parce que on a un changement des habitudes de travail, et de lieu. Exactement. Il n'y a plus nécessairement que le week-end, c'est-à-dire que toutes les dates peuvent des jours de la semaine. C'est vrai que c'est un produit, comme on le disait tout à l'heure, qui peut se manger à toute heure, à tout moment, mais c'est un produit qui est encore plus plébiscité dans les moments plaisir. Donc c'est vrai que les moments week-end ou le soir, c'est un produit que les gens aiment bien consommer. Donc quand on a la chance, ce qui est le cas aujourd'hui, d'avoir une diversité sur le territoire d'emplacement, on se rend compte que nos restaurants qui au départ en centre-ville étaient ceux qui fonctionnaient, le mieux 7 jours sur 7, aujourd'hui les choses ont un peu évolué avec le télétravail, avec le changement de mode de fonctionnement de chacun d'entre nous. On a des restaurants maintenant qui sont dans des zones peut-être plus loisirs, on a
a le Cap d'Agde, on a Nice, on a des restaurants qui sont dans des centres de loisirs également, et eux vivent des périodes beaucoup plus favorables que les restaurants qui sont pur centre-ville, parce que les gens qui travaillent maintenant se délocalisent. Donc voilà, donc il y a une adaptation qui est absolument indispensable dans les emplacements. Au niveau des franchisés, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont fait de la restauration ou au contraire, ils ne faisaient pas de restauration et ils ont trouvé que King Marcel était quelque chose adapté à leur reconversion? C'est quoi un franchisé aujourd'hui? Il ressemble à quoi? Alors on a les deux. En fait, on n'a pas de franchisé type, on n'a pas une typologie. Aujourd'hui, on a des candidatures sur des personnes en reconversion, puisqu'aujourd'hui on a des gens aussi qui décident pour des raisons perso ou parce qu'ils sont dans l'obligation de le faire à 50 ans, par exemple, de vouloir se réorienter et changer leur façon de travailler. Tout à fait, et qui rêvent, ou en tout cas qui sont intéressés par vivre une expérience entrepreneuriale. Donc on a ce type de candidat. L'avantage de nos modèles, c'est que tout est extrêmement structuré, c'est-à-dire qu'on leur apporte une expertise très précise, un savoir-faire, on a un historique sur le mode de fonctionnement, on a une équipe en interne qui permet effectivement très rapidement de former, donc on fait des formations sur place en amont et tout au long de l'accompagnement du contrat de franchise. Donc on a des gens qui sont de ce type, des gens en reconversion. On a quelques primo-accédants. Primo-accédants, bon Emmanuel, tu connais bien ça, mais c'est effectivement des personnes plus jeunes qui veulent se lancer. Ou moins jeunes. Ou moins jeunes. Bon, c'est vrai que c'est des métiers qui nécessitent quand même... c'est des métiers qui sont engageants, la restauration. Donc il faut quand même des gens... Exactement. Il faut quand même des gens avec une forte capacité de travail. Parce que voilà, c'est un métier qui nécessite des compétences humaines et des compétences techniques importantes. C'est quoi le délai? Imaginons, moi là, demain, je me dis, je te contacte, je dis, écoute, ça m'intéresse, je voudrais ouvrir une franchise King Marcel. Le délai, globalement, à partir du moment où là, je suis sûr de mon projet, j'ai les apports, on en a encore parlé, mais combien de temps il faut pour dire, dans combien de temps ma boutique à l'eau? Dans combien de temps j'accueille mon premier client? En moyenne, il y a un délai moyen ou un délai incompressible? Il y a un délai moyen qui est de 10 mois. C'est entre 6 mois et 1 an. Tout dépend ce qui est très important dans nos métiers, c'est le local. C'est-à-dire que si tu as un local à dispo, forcément, ça va beaucoup plus vite. Si on doit se mettre en recherche de local, ça nécessite forcément un peu plus de temps. Et la finançabilité, puisque c'est un sujet aujourd'hui qui est évidemment essentiel. On parle entre entrepreneurs, mais aujourd'hui, l'ouverture d'un restaurant en dur va nécessiter forcément des investissements. Et ces investissements, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, nécessitent d'être extrêmement prudents sur les délais, parce que la finançabilité peut être un petit peu plus compliquée dans la restauration. Aujourd'hui, il faut des apports. Le top, c'est d'avoir un local vide. Le top, exactement. Qui est plutôt bien placé pour ce genre d'activité, et qui soit donc adapté, parce que c'est vrai que la restauration, tous les locaux ne sont pas adaptés pour la restauration. Une fois qu'on a ça, j'aurais tendance à dire que les choses peuvent aller plus rapidement. Plutôt vite. Si on l'a pas, ça nécessite, dans ce cas-là, de se préparer à une année à peu près, entre le moment où on va trouver le bien, le moment où on va le financer, le moment où on aura fait les travaux, ça prend quand même un temps. Et le moment où on va négocier le loyer, parce que c'est un enjeu majeur. C'est ça que tu allais dire, je sais. Oui, j'allais dire, il y a deux choses, puisqu'effectivement avec Emmanuel, on travaille ensemble depuis longtemps. Donc dans la recherche des locaux, même si cela peut paraître parfois un petit peu compliqué, il y a quand même aujourd'hui des appuis avec des professionnels qui nous permettent d'accéder à des locaux, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des locaux vacants. Il y a le fait de la crise, puis il y a le fait aussi de la promotion immobilière, où aujourd'hui on a beaucoup d'immeubles qui se construisent avec à dispo sous ces immeubles des emplacements. Donc on a des gens comme Emmanuel qui sont tout à fait en mesure de nous aider là-dessus. Donc ça peut aller assez vite, surtout dans cette période. C'est le bon côté de la période un peu chahutée dans laquelle on est, c'est que des opportunités, il y en a. Donc on est paradoxalement, c'est un peu plus difficile pour avoir les fonds si on a des franchisés qui n'ont pas forcément le capital nécessaire, mais à l'inverse, ceux qui ont le capital, il y a des opportunités qui peuvent se dégager très rapidement. Mais est-ce que ça veut dire que certains peuvent ne pas exploiter, être simplement investisseurs et ne pas travailler à l'intérieur? Est-ce que ça existe dans la situation, ou est-ce que tous les franchisés mettent la main à la pâte? Ça existe, mais on est plus dans le cadre de multi-franchisés, c'est-à-dire des gens qui sont déjà franchisés. Ils ont fait la première, ils savent exactement comment ça se passe. Ils savent exploiter. Et ils se disent, tiens, on passe à une deuxième. C'est un métier où il faut une compétence d'exploitation qui est absolument inévitable. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut investir dans un King Marcel, parce qu'à côté il a des brasseries ou d'autres marques en franchise, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui dit
dit, moi j'ai 300 ou 400 000 euros d'avance, d'avance de côté, je voudrais monter un King Marcel, mais j'y connais rien, je vais prendre un directeur, c'est beaucoup plus risqué, parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers, encore une fois, qui nécessitent de la compétence. Et pour finir à ta question précédente, il y a aussi un troisième profil, qui est des gens qui sont déjà des restaurateurs, qui ont déjà des emplacements, et qui, eux, ont besoin, et c'est le cas d'ailleurs très prochainement, puisqu'il y a une signature de restaurant à Lyon, là, qui est en train de se dessiner. C'est un monsieur qui est propriétaire d'un restaurant, qui, lui, a eu beaucoup de difficultés, comme beaucoup dans le secteur, à s'adapter à tous les changements conjoncturels, parce qu'ils sont nombreux. L'attente des jeunes générations, c'est ce que tu disais, elle a beaucoup changé. Il y a une fidélité qui est beaucoup moins présente qu'avant, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus volatiles. Aujourd'hui, si on maîtrise pas la communication, les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile de remplir un restaurant. D'ailleurs, on le voit, il y a plein de restaurants qui gagnent en clients, qui sont dans des endroits, on a souvent dit dans nos métiers, l'emplacement. Alors, c'est toujours vrai, oui, mais quand même. Oui. Parce faut avoir la marque aussi, faut avoir le... Aujourd'hui, les gens qui sont très compétents dans la gestion des réseaux sociaux, de la drague, ou en tout cas de la séduction de nouveaux clients, ils arrivent à emmener des gens à des endroits qui nous paraissaient à l'époque complètement improbables. Et ça, c'est assez nouveau dans le métier. Et donc, c'est vrai qu'on accompagne, et c'est le cas du futur restaurant qu'on va ouvrir à Lyon, on accompagne en ce moment des restaurateurs qui sont à bout de souffle, parce qu'ils ont, soit les années ont passé, leur concept n'est plus à jour. Voilà, ils ont plus la lucidité et la lecture du marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, tous les secteurs de la restauration vivent un moment un peu historique, passionnant, mais extrêmement complexe. Donc, il faut être très expert et il faut avoir une capacité de très rapide de se renouveler et de faire le constat. Si on a quelque chose, un concept qui est plus du tout adapté, il faut passer à autre chose. Ouais, c'est clair. C'est devenu très mode, la restauration. C'est-à-dire qu'on disait il y a quelques années, ouvrir un restaurant, pendant 2 ans, on démarre notre activité, après on fidélise pendant 5 ans nos clients. Aujourd'hui, le temps de 7 ans, il n'existe plus. Comme beaucoup de choses, tout va beaucoup plus vite. Oui. C'est-à-dire qu'un restaurant, il doit marcher tout de suite. S'il marche pas dès l'ouverture, on sait qu'à bout de 4-5 ans, il y a des modes, c'est devenu... c'est devenu très international. Enfin, c'est un phénomène qui existe. D'ailleurs, il y a des cartes saisonnières maintenant, un petit peu comme le textile qui fait des collections, en fait. Il y a des collections aussi maintenant dans certains restaurants. Ouais. Aujourd'hui, je vais être franchisé chez King Marcel. On va pas parler du local, d'accord ? Oui. On suppose qu'on le loue, mais n'en parlons pas. Il y a un ticket de combien à mettre globalement, et quel est le montant de l'apport, puisque je suppose qu'il y a personne qui arrive en disant tiens, voilà la totalité de la somme. La plupart du temps, effectivement, il y a un apport financier plus un emprunt, mais déjà le montant global de la note, c'est combien ? Alors, pour un restaurant, puisque aujourd'hui on va avoir l'occasion de parler de 2 sujets, chez King Marcel, on a nos restaurants historiques, et avec un développement de franchise sur une base de restaurants, on va dire, traditionnels. On a un coût d'entrée qui est un petit peu plus élevé que, je dirais, le projet dont on va parler après, qui est la King Marcel Box. Enfin, je vais pas aller trop vite sur mais un droit d'entrée aujourd'hui, un coût pour un restaurant, c'est un droit d'entrée qui est plutôt classique, qui est de 30 000 euros pour accéder à la marque, au savoir-faire, à l'expertise. Et après, il faut compter, avec ou sans local, en moyenne 400 000 euros, entre 350 et 500 000 euros d'investissement. Ça dépend du local. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend si on est déjà en possession d'un fonds de commerce ou pas, s'il y a beaucoup de travaux à réaliser ou pas. Donc voilà, donc on dit généralement c'est entre 1500 et 1800 euros du mètre carré. Donc c'est sur une moyenne 500 000 euros, on va dire. Donc oui, effectivement, un jeune qui a 25 ans et qui vient de sortir du boulot mais qui a pas ses parents qui peuvent l'aider, c'est mort. C'est compliqué. On va dire c'est compliqué. C'est où la King Marcel Box. Voilà. Et oui, effectivement, on en discutait juste avant. En fait, tu es en train de développer un deuxième concept qui est toujours dans le même esprit de King Marcel, mais qui là va être beaucoup plus accessible. Et ça consiste en quoi alors justement ? Alors, ça consiste donc, fort est de constater, après tout ce que l'on vient de se dire, que le marché a beaucoup changé, que les offres aujourd'hui ont besoin de se diversifier, qu'on a besoin d'être ultra rapide dans les implantations et d'avoir une capacité aussi, puisqu'on en parlera aussi tout à l'heure, d'avoir des franchisés qui sont heureux, épanouis et financièrement qui arrivent à gagner leur vie correctement. C'est important, ça. Voilà, parce que c'est vrai que on est passé assez vite et puis c'est le sujet pourrait être rediscuté avec un peu plus de temps, mais il y a l'investissement, mais
ce n'est pas que ça. Malheureusement, un emplacement, un restaurant propre en dur, il y a évidemment des charges qui peuvent être assez lourdes, des loyers qui peuvent être importants. Bon, donc c'est vrai qu'on a des modèles aujourd'hui en restauration rapide qui peuvent être un petit peu plus... qui fonctionnent bien, mais en tout cas qui peuvent être des obstacles pour des gens qui veulent commencer. Exactement. Voilà. Et toi, tu te dis, moi j'ai une solution pour d'autres personnes qui ont moins de finances, mais qui ont envie d'accéder à la franchise King Marcel. Exactement. Donc c'est la King Marcel Box, donc qui est le principe. On reste dans les mots anglais là. Hein. Exactement. Quel principe donc Sauf Marcel. Hein. Donc la King Marcel Box, c'est un mini King Marcel, on va dire, c'est-à-dire que c'est un outil de travail qui est dans un module de conteneur maritime. D'accord. Complètement équipé. Okay. On travaille avec une société lyonnaise en partenariat exclusif sur nos box. C'est un modèle qui est extrêmement rapide en mise en place, qui est relativement peu coûteux, puisqu'aujourd'hui une King Marcel Box, il faut compter 80 000 euros sur un investissement global clé en main pour ouvrir. Ouais, ça change tout là. Hein. Ah, ça change tout. Ouais, parce que 80 ou 500 000, c'est pas la même musique quand même. Et là, quand tu dis plus rapide, parce que avant tu me disais, en gros 6 mois, 1 an. Là, on parle de quoi? Maintenant, je sais où la mettre. Combien j'ai l'argent, je sais où la mettre. Eh bien, on dit, on l'a dit, mais on il faut le fabriquer quand même, hein, les gars. On divise en deux le temps. Donc là, 3 à 6 mois, quoi. C'est de 3 à 6 mois. Voilà. Ouais, si on a un emplacement. T'en as pas de prête tout de suite là. Non, mais en fait, les gens avec qui on travaille aujourd'hui produisent à la chaîne des conteneurs. Ouais. Donc, des projets sont en cours de discussion avec des futurs licenciés, puisque pareil, petite nuance, mais on a allégé aussi les contrats de franchise sont souvent des contrats extrêmement lourds en termes de contraintes. Ça, tu sais, ça. Voilà. Après, c'est aussi c'est un segment qui juridiquement a un historique. C'est ce qui fait aussi que les contrats se sont alourdis. On sait qu'il y a eu des mécanismes qui sont ajoutés, les droits d'information précontractuels, tout ça pour venir aussi protéger des entrepreneurs qui... on a vu, c'est un investissement quand même de se mettre dans la franchise. Souvent, c'est des gens qui... Oui, ça coûte de l'argent. Oui. Des fois, ils mettent les économies de leur vie pour se lancer dans la franchise. Et donc, c'est aussi... l'idée, c'est de protéger ces personnes-là. Parce qu'en fait, il y a un rapport juridiquement, on constate, c'est un rapport de dire... il y a le franchiseur, il a un certain pouvoir, il a une certaine force... Et le franchisé, il faut qu'il puisse y trouver son compte dans un rapport d'indépendance, qui est un rapport de partenariat pour avancer ensemble sur une marque, de transparence, et pas de se retrouver dans un rapport de le franchiseur qui finalement aurait quasiment comme de l'interne, c'est-à-dire un salarié, des collaborateurs. Et donc, c'est pour ça que c'est juridiquement très normé, la franchise. Hein. Et donc là, tu fais une licence cette fois-ci, c'est plus un contrat de franchise à proprement parler, donc plus facile, plus rapide, moins cher. Exactement, donc et moins cher, j'insiste là-dessus parce complètement adapté donc à l'idée aussi de King Marcel Box en fait. Exactement, le contrat est extrêmement ficelé sur la qualité des produits que le franchisé le licencié devra délivrer, puisque la réussite d'une marque c'est d'arriver à stabiliser sa qualité dans le temps et sur la durée. Donc aujourd'hui on a là-dessus il y a des choses qui sont pas discutables, c'est la qualité des produits qui doivent être suivis et vérifiés, donc par nos équipes et évidemment qui soient suivis par le futur licencié. L'accès à la marque, qui aujourd'hui est un atout très important, puisque quand on s'associe, ou en tout cas quand on signe un contrat de licence ou de franchise, ce qui est important, c'est d'avoir une marque qui soit suffisamment forte. Donc aujourd'hui, on a des investissements qui sont effectivement dans le futur prévus pour arriver à avoir une communication extrêmement adaptée. Pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la communication a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup, on est là pour ça d'ailleurs, c'est beaucoup au niveau des réseaux que les choses se passent, des réseaux sociaux, et la communication doit être extrêmement ciblée. Donc c'est de donner cet accès-là. Et ce qui est très important pour moi, et ça c'est un vrai changement aussi de position stratégique, c'est que il faut que les franchisés gagnent leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de réseaux, et nous on le voit parce qu'on a fait cette erreur aussi, parce qu'on fait tous cette erreur quand on est franchiseur. On cale une redevance qui est fixée sur un chiffre d'affaires. Une redevance fixée sur un chiffre d'affaires, on a des franchisés qui ont toujours le sentiment de bosser pour l'enseigne, et finalement que leur
leur investissement personnel, le temps de travail, le temps qu'ils vont consacrer à développer leur entreprise, ils ont toujours le sentiment que ça ne bénéficie qu'aux franchisés. Oui, donc ça, c'est un vrai sujet. Quand on connaît la difficulté de ce métier, parce qu'il faut être impliqué, il faut être investi, il faut faire des heures, donc il faut que le franchisé ou le licencié arrive à gagner sa vie. Oui. Donc ce que j'ai décidé de mettre en place, notamment au niveau des box et qui est en train de se généraliser même au niveau des futurs contrats de franchise, c'est d'avoir une redevance qui soit fixe et qui soit qualifiée pour le franchiseur dès l'entrée. Oui, c'est ça. Et que le franchisé qui avant avait un 5% par exemple de son chiffre d'affaires qui était pris tout au long de l'année, qui fasse 500 000 ou 1 million d'euros, évidemment, il avait toujours 5%. Bon, on se rend compte que quand il y a des baisses d'activité ou que les périodes depuis 2 ans sont chahutées, on a des franchisés qui ne sont pas épanouis parce qu'ils ont vraiment l'impression de travailler pour la marque. Moi, ce que je veux, c'est que les franchisés et les licenciés qui s'éclatent et puis qui soient récompensés par leur travail. Oui, c'est ça, qui gagnent leur vie. Vraiment, c'est des métiers qui sont difficiles, qui sont passionnants mais difficiles, mais il faut que les franchisés et licenciés gagnent leur vie. Donc, on est parti, notamment pour revenir sur la boxe, sur un droit d'entrée qui est beaucoup plus petit, qui est réduit à 15 000 euros. Et après, on a un droit d'accès à la marque qui est fixé à 1 800 euros hors taxe par mois. Je comprends, ouais. Sur 12 mois. Celui qui exploite sa box et qui fait, 300 000 ou 350 000 de chiffre d'affaires, il sait qu'il aura ses 1 800 euros tous les mois à régler, et une fois qu'il les a réglés, il considère que ça lui suffit ou ça lui suffit pas. Après, c'est aussi le licencié qui va avoir une box qui va tourner sur un emplacement très fort, il va ouvrir midi et soir, il va être investi dedans, il va faire 600 ou 700 000 euros, et passer le seuil de 350 000 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires où il aura donné à sa redevance sous cette forme de redevance fixe, le reste c'est pour lui. C'est-à-dire que voilà, on considère que à partir de ce palier, le franchisé ou le licencié gagne sa vie sans avoir de redevance. Voilà, il y a quand même quelques obligations d'approvisionnement, mais ça qui sont c'est normal. Ouais, pour assurer la qualité, être sûr que exactement. Et puis on sait que dans ce système de franchise, un des indicateurs, c'est si je veux King Marcel à Lyon et que je vois un King Marcel à un autre endroit, j'ai envie aussi d'y retrouver moi ce qui faisait l'ancienne King Marcel. Donc c'est important que la chaîne d'approvisionnement soit cadrée, quoi. Toi, actuellement, t'en as combien? Alors, des box? Oui. Alors, les box, c'est le lancement. Ça y est, donc là, en fait, là, on annonce... C'est un scoop. C'est un scoop pour Dogs. On a commencé... Alors, c'est pas l'iPhone 11. Alors, c'est beaucoup mieux. King Marcel Box, c'est bien mieux. Moi, j'exploite sous enseigne King Marcel dans le réseau, mais qui est surtout en parallèle de mon restaurant d'altitude, puisque j'ai une affaire en station de ski. Sur les pistes, j'ai une box, moi, depuis déjà 4 ans. Donc, c'est aussi... pour ça. Enfin, ce projet de King Marcel Box, il est dans les tuyaux depuis pas mal d'années, mais dans les projets qui étaient les projets des associés de l'époque, puisqu'on avait d'autres actionnaires, c'est un projet qui avait pas été mis en avant. Bon, moi aujourd'hui je trouve que c'est mais adapté à 100% avec la période qu'on traverse. Oui, puis on commence à voir ce type de restauration et qui rencontre un grand succès. Enfin, bien sûr. On le voit au sein de Doug's, nos employés effectivement se déplacent, vont soit au resto, soit vont dans ce type de restauration qui est plutôt très approprié. Je suis toujours très surpris de voir que dans un conteneur, il y a autant de place. Enfin, c'est bête, mais quand je vois des conteneurs, je me dis, wow, il y a vraiment... Enfin, bon, c'est logique, parce que qu'ils traversent les océans, mais je suis toujours surpris quand j'en vois un, de voir effectivement que c'est hyper grand. Il y a 25 mètres carrés exploitables, donc ce qui est pas mal. On a la possibilité... Plus que les studios des étudiants. Exactement. Ça fait 2 studios d'étudiants. C'est ça. On a tous les espaces extérieurs qui peuvent être sans fin, j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est des conteneurs qu'on voit parfois dans les festivals, qu'on voit... Le conteneur, aujourd'hui, il a une vocation à la fois éphémère, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a l'habitude de voir beaucoup dans les festivals de musique, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, aux abords des stades. C'est-à-dire que ça répond à un momentum précis d'une consommation ou d'un surbesoin de vendre, alors que burger ou autre, d'ailleurs, mais le burger reste aussi très adapté à ce mode de conso, parce que c'est encore une fois du plaisir. Donc c'est vrai que ces conteneurs sont parfaitement adaptés. Et pour rebondir sur
ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont parfaitement adaptés aussi aujourd'hui parce qu'ils peuvent permettre des installations rapides. Oui. C'est ce qu'on parlait alors à la fois dans le temps de la production, mais surtout rapide dans le sens où ça nécessite une arrivée électrique, une arrivée d'eau, si possible. S'il n'y a pas d'arrivée d'eau, on a moyen de travailler aujourd'hui avec des modèles avec des réservoirs. Bon, c'est un peu moins pratique, mais et après, un conteneur peut être installé partout en France. Et même déplacé dans l'absolu. Et même déplacé. Alors ça nécessite, c'est pas comme un camion, c'est pas comme un food truck, mais peut être déplacé, bien sûr. Tu disais finalement, c'est même pas 2 places de parking. Ouais, exactement. Bah, c'est une place de parking, c'est longue. En longueur, mais bon, c'est plutôt 2 places de parking. Ouais, c'est plutôt 2 places de parking. Donc l'implantation, on peut l'imaginer vraiment dans plein d'espaces. Exactement. Exactement. D'entreprise, sur les supermarchés, dans l'absolu. Exactement. Et même, pourquoi je disais tout à l'heure, ils peuvent se déplacer parce que les supermarchés peuvent accepter, mais ils veulent peut-être ne pas dépasser, par exemple, la durée de 2 années, tu sais, qui les oblige après à les laisser et avoir une sorte d'acquisition de fonds de commerce. Donc, en fait, ça peut être partout. Ça peut être partout. Aujourd'hui, on a des pour essayer de balayer un peu les options et les possibilités. On a des communes en France qui sont un peu en perte de commerce, d'activité, qui seraient très favorables et qui sont très favorables à mettre à disposition des emplacements pour que des commerces ou des modes de restauration de ce type puissent s'installer. Alors c'est sûr que c'est pas forcément on va pas mettre ça à Monaco ou sur des villes ultra touristiques ou en tous les cas, si ça se fait, c'est sur des emplacements privés. Je vais revenir. En face du casino, je pense que ça marcherait. Mais non, mais sur les emplacements, de communes, aujourd'hui, il y a plein de communes en France qui ont besoin d'avoir des activités, donc c'est super. Avec Emmanuel, on a aussi des sujets importants qui sont dans les centres commerciaux d'une manière générale, c'est-à-dire des implantations qui peuvent être faites sur des hyper, sur les parkings d'hyper ou de supermarchés. On a aujourd'hui dans nos candidats des gens qui sont déjà franchisés, par exemple dans le meuble, des gens qui, comme tout le monde, traversent aussi des périodes un petit peu chahutées, mais bon, je vois des Mobalpa, des gens, ou pas forcément Mobalpa, d'ailleurs je dis Mobalpa, enfin on va pas parler de marque, mais il y a tout parce que c'est en Haute-Savoie comme toi, c'est pour ça. C'est qu'ils sont de chez moi. Non, mais c'est vrai que des emplacements aujourd'hui sur des zones d'activité commerciale un peu secondaires où il y a des grands parkings, ça permet d'amener un flux supplémentaire. Alors ça peut être une exploitation par le franchisé du magasin qui dit tiens moi je vais me prendre une box, je mets un salarié dedans, ça m'apportera du flux, c'est sur mon parking, ça me fera toujours une activité supplémentaire. Ou ça peut être une mise à disposition contre loyer. Parce que on peut très bien accepter quand on a une box d'avoir un loyer, bien sûr, c'est pas le loyer d'un restaurant du coup, mais voilà, et ça peut aussi permettre des implantations complémentaires. Mais ça peut donner des idées à des gens qui ont des magasins qui fonctionnent bien et de se dire tiens, sur mon propre parking, je vais me créer un espace de restauration rapide. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je suis à 20 mètres. Pour compléter ce que tu disais, ce qui se passe. Dans le cas de l'alimentaire, par exemple, parce que tout le monde souffre, en fait, y compris les grandes surfaces alimentaires et probablement rurales. En fait, quand tu mets une box de 25 mètres carrés, donc t'as mangé un parking et demi, donc c'est pas très très grave au niveau de ta clientèle. Par contre, les gens viennent manger un burger ici et ils vont aller dans le super consommer. Et là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la stratégie de diversification conglomérale, c'est-à-dire absolument pas liée à ton système d'avant. Ouais. Et les gens réfléchissent vraiment à 360 degrés. Les gens, donc les franchisés, mais pas que. Tous ceux qui ont envie de faire du business en fait réfléchissent différemment. Et pour revenir à ce que tu disais, le gros plus de sa box, c'est franchement à partir de 20 000 euros d'apport, tu t'ouvres une box. Donc si tu veux, 20 000 balles parce que 80 000, c'est le prix final, c'est l'investissement global. C'est le montant. C'est le prix. Que toi, tu dois avoir l'apport. C'est le prix d'une belle voiture. Voilà. C'est la finançabilité d'une box. Alors, on parle déjà d'une belle voiture, on parle d'une voiture à 80 000 euros. Mais. Oui, j'en connais plus cher. Oui, d'accord. Non, mais ce que je dis, c'est si, oui. Alors, on est en train d'ailleurs, dans le modèle qui est on est en train de discuter avec des leasers, justement, pour essayer d'offrir aussi un produit financier qui soit clé en main. Parce que ça se finance aussi bien qu'une voiture. C'est un produit. Sauf que ça rapporte de l'argent. La voiture, ça coûte. Sauf que ça rapporte de l'argent. Et de l'autre côté, tu gagnes de l'argent. C'est quand même pas la même chose. D'un côté, c'est un investissement. Une voiture ne rapporte jamais d'argent, jamais. Principe, non, sauf certaines. Il y a quelque chose qui est très important que je voudrais préciser par rapport à la box, parce que aujourd'hui on voit des food trucks qui s'installent de temps à autre, on voit des marques. Alors on parlait tout à l'heure de la boîte à pizza, mais
ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais en introduction, de mettre une King Marcel Box à un emplacement, le licencié va bénéficier d'un savoir-faire technique, opérationnel, d'une carte, d'un menu, des recettes, d'une dynamique de communication, mais pas que. Et ça, je tiens impérativement à en parler parce que c'est fondamental. On a un savoir-faire aussi du mode de délivrance de nos produits. Aujourd'hui, la restauration rapide, elle se consomme sur le lieu de vente, c'est-à-dire qu'on est dans une zone commerciale ou touristique, les gens viennent, commandent un burger, mangent sur place, mais pas que. Et aujourd'hui, quasiment partout en France, on a l'accès à Uber, Deliveroo et aux acteurs de la livraison. Donc une box, nous on a des accords nationaux avec Uber et Deliveroo. Une box qui est placée dans une zone, alors évidemment il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'acteurs de la livraison. Si c'est vraiment dans une zone qui est très isolée, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, ils ont quand même une ouverture sur le maillage desserré. Donc on peut bénéficier de la livraison de la vente emportée. Donc en complément des gens qui sont des clients locaux qui vont venir, eh bien on peut se faire livrer à domicile comme si on se faisait livrer depuis un magasin, sauf que ça part de la box. Donc c'est vrai que dans des secteurs où il y a beaucoup d'habitations, des gens qui habitent dans des villas, des maisons, des immeubles, enfin peu importe, on peut commander chez King Marcel depuis la box. On a un système qui fonctionne très bien chez nous, qui est le système click and collect. Donc que le licencié aura bien entendu aussi la chance de pouvoir utiliser. Le click and collect, c'est on sort de l'école ou on sort du bureau, je passe ma commande, j'arrive à la box, je récupère en pick-up mon sac et je rentre à la maison, j'attends pas, je fais pas la queue, voilà. Donc aujourd'hui c'est des compléments qui sont très importants à connaître, à entendre pour des gens qui seraient intéressés, parce que ce n'est pas que le client final qui vient consommer sur place. Quand je t'écoute, Jean-Christophe, il y a un truc qui est complètement fou, c'est quand même, auparavant on avait des zones d'achalandise qui étaient fixes, et puis on faisait un petit calcul avec un compas là. Désormais, tout ça s'est remis complètement en cause. Les gens peuvent consommer en allant travailler, peuvent aller en revenant chez eux, peuvent se faire livrer, etc. Exactement. Moi, je trouve ça complètement fou désormais. Alors, ça répond à besoin des personnes, mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe aujourd'hui. Et tu as raison d'insister sur ce point, parce que quand tu travailles dans un réseau comme le tien, t'as juste à te préoccuper de l'exploitation. T'as pas besoin d'aller poster des trucs sur LinkedIn, sur YouTube, sur un certain nombre de choses pour espérer avoir autre chose. Et puis t'as des accords qui sont négociés avec Uber. Enfin, ce que je veux dire, ça te libère assez rapidement. Tu dois t'occuper de tes clients, en fait. C'est ça ton travail. Parce que, en plus, dans un box, ils sont combien? Il est tout seul, le franchisé. Il peut être tout seul s'il veut. C'est de 1 à 3. Une à 3, voilà. Vraiment, on a des box. Parce qu'une box aujourd'hui, elle peut générer, si on veut parler chiffre d'affaires, moi, ma box à la Clusa, sur les gros rushs de journée, c'est une box qui peut générer 4 000 € par jour. Alors attention, je vous parle d'un cas vraiment très qualifié. Pourquoi? Parce que emplacement sur les pistes de ski, et pas 365 jours, on est bien d'accord. Encore une fois, on parle à des entrepreneurs avertis. Ce que je veux dire, c'est qu'une box, elle a une capacité technique de délivrance qui permet d'atteindre des niveaux de chiffre d'affaires qui sont au-delà de certains restaurants. Bon, il faut 2 box, une à la montagne, une à la mer. Exactement. Entre-temps, tu prends quelques vacances. Non, mais et au moins quand tu bosses. C'est vrai que pour rebondir sur ta remarque qui était très intéressante juste avant, c'est vrai que on a des sociétés qui se sont un peu adaptées. Tout le monde travaille à des heures différentes. Les gens consomment. On est devenu un peu à l'anglo-saxonne. Exactement. À la restauration, on a été culturellement, on a été longtemps, nous, des consommateurs, les Français, et surtout notre génération, parce que là on parle aujourd'hui c'est les plus jeunes qui vont faire la suite de l'aventure, mais les jeunes générations ils ont moins d'heures aussi que nous, c'est-à-dire qu'ils ont tellement appris grâce au fast-food notamment, et puis grâce à encore une fois maintenant un travail qui est devenu complètement mobile, les gens mangent à toute heure. Un restaurant c'est compliqué de délivrer, sauf les grandes brasseries parisiennes ou les grandes brasseries dans les grandes villes qui arrivent à fonctionner toute la journée. Aujourd'hui les plages horaires importantes nécessitent du personnel qui coûte beaucoup trop cher, et c'est très difficile d'ouvrir des points de vente en restauration avec une rentabilité. Donc la seule solution, c'est des produits et des modules
qui travaille avec une seule personne, et c'est tout à fait le cas de la KM Box, la King Marcel Box, c'est que un conteneur ils peuvent être 2 à midi, 1 l'après-midi et à nouveau 2 le soir, donc il y a tout à fait la possibilité de s'organiser pour avoir une plage horaire d'ouverture qui soit le plus long possible, parce que nos secteurs de restauration ou de retail, enfin bon, le commerce, aujourd'hui il faut être ouvert, c'est-à-dire que si on veut faire du chiffre, il faut des plages horaires importantes. Plus tu ouvres, plus tu fais de chiffres. Exactement. Bon, c'était super sympa. On pourrait rester encore des heures. Ouais, le plus simple maintenant, et je vais rappeler pour toutes les personnes qui nous suivent, on va mettre un lien dans la description de la vidéo pour permettre d'accéder en fait à King Marcel. Je pense que ça tombera chez toi. Ou chez JC. En général, quand ils sont en Haute-Savoie, ça va plutôt chez JC. Ou même la Savoie. Ils descendent en ski. C'est ça. Ils viennent faire un tour de ski à la Clusa et manger dans la King Marcel Box. C'est parfait. Ça a été un plaisir. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent, pour tous ceux qui veulent effectivement continuer cette aventure King Marcel, ce sera le moment de pouvoir directement accéder dans le lien directement. Un petit mot de la fin, parce que je suis le technicien, n'est-ce pas? Mon cher Patrick Dedoux. De la franchise. Alors, il faut bien comprendre pour nos auditeurs que aujourd'hui, il y a eu 2 secteurs d'activité qui sont sortis du lot l'année dernière. Oui. En franchise, je parle, parce que moi, ma spécialité, c'est la franchise. C'est effectivement la restauration rapide, avec plus de 300 réseaux. C'est vrai. Et un chiffre d'affaires qui a augmenté de 16%. Oui. Donc c'est très intéressant pour les futurs franchisés et l'automobile. Mais là, on parle pas d'automobile, on parle de restauration. Et puis tu aurais pu rajouter que c'est un métier qui peut pas se délocaliser. Dans le sens où on peut toujours acheter un stylo Bic en Chine. Tu peux pas fabriquer les trucs en Chine. Le hamburger, en Chine, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. C'est très agile. Son concept, c'est pour ça qu'on a retravaillé ensemble, parce qu'on avait eu un petit stop pour refaire le modèle, etc. Parce que j'y sais quelqu'un qui se remet énormément en question. Et donc, c'est très important. C'est extrêmement dynamique. Voilà, et c'est pas très cher à monter, c'est ça qui m'a plu. Ouais, je peux juste une dernière chose très importante. Vous allez me foutre la fin en l'air. Mais continuons. Je voulais m'adresser parce que je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de ça, et on a parlé. C'est vrai qu'en très peu de temps, c'est difficile, c'est tellement passionnant qu'il faudrait un peu plus de délai. Mais les jeunes aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés dans nos métiers de restauration, on a beaucoup de jeunes qui sont serveurs, qui sont cuisiniers, etc. La plupart sont pas épanouis. Parce que c'est des métiers qui nécessitent encore une fois beaucoup d'heures et qui sont pas très bien payés. La plupart de ces gens-là rêvent d'ouvrir des restaurants. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Parce que le ticket d'entrée est devenu tellement élevé que c'est pas possible. Donc, je voulais vraiment aussi, dans les entourages de nos auditeurs, mais des entrepreneurs, ça peut être pour des enfants d'entrepreneurs, c'est des premières expériences qui sont extrêmement enrichissantes, valorisantes et très peu risquées. Je partage complètement ton avis, parce que beaucoup de parents parlent de donations, de choses comme ça. Tu files 20 000 balles. C'est pas beaucoup. C'est même pas le coût d'études. C'est ça, exactement. D'études. Et ça te permet effectivement d'avoir un pied dans l'entrepreneuriat. Tu réussis, t'es le roi. Tu te plantes, t'es quand même le roi. Pourquoi ? Parce que t'as pris une leçon et tu peux rebondir. Et beaucoup d'entrepreneurs que moi je connais n'ont pas eu nécessairement de succès immédiat. Je parle même pas des entrepreneurs comme Steve Jobs qui s'est fait virer, qui s'est cassé la gueule, etc. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Mais le plus beau cadeau que les parents peuvent faire au moment effectivement d'un lancement, c'est pas filer 20 000 balles pour s'acheter une voiture à la con, c'est filer 20 000 balles pour pouvoir lancer sa petite entreprise, un petit entrepreneuriat et une vraie expérience. Et c'est vrai que c'est des profils aussi qui vont aussi avoir accès à des aides. Quand on est, par exemple, on sort de ce type d'emploi, on va pouvoir bénéficier de l'ARE, etc. C'est extraordinaire. Mais on va arrêter là quand même. Oui, parce que là on va arrêter là parce que ils m'ont pété effectivement. Tu peux compter sur nous. C'est terrible. Allez, sur ce, je vous laisse. Je coupe maintenant parce que ça va continuer. Je vous souhaite le meilleur à tous. N'hésitez pas en tous les cas, likez, commentez, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous également et prenez contact directement si vous avez envie d'aller plus loin. Allez, ciao! Bonne journée. Merci.